Le soleil cognait sur le bitume de la rue de Rivoli, une chaleur écrasante pour un début d'été. J'avais les mains moites sur le volant de ma vieille Twingo, celle qui avait traversé tant de routes avec eux. Mais aujourd'hui, cette voiture, c'était autre chose. C'était le symbole de leurs mensonges, de leur trahison. Le bruit du moteur me rappelait le vacarme assourdissant ce soir-là, le crissement des pneus, les éclats de verre. Un souvenir qui ne me lâchait plus, qui me rongeait de l'intérieur comme un acide. Je me garais un peu plus loin, à l'ombre d'un platane immense. Je n'avais pas le cœur à rester là, à contempler leur façade. Je devais faire quelque chose, une première étape. Ce n'était pas encore la grande œuvre, juste un avant-goût. J'avais passé des nuits blanches à y penser, à échafauder des plans dans le silence de mon petit appartement de Montmartre. La colère, au début, m'avait submergée. Une rage sourde, impuissante. Puis, lentement, une idée avait germé, tordue, machiavélique. Je sortis de la voiture, le sac en toile serré contre moi. Dedans, il y avait ce qu'il fallait. Des choses anodines pour le commun des mortels, mais qui, dans mon plan, prenaient une toute autre dimension. Un petit objet, presque oublié, qui avait appartenu à ma mère. Elle l'aimait tant, disait-elle. Elle ne savait pas qu'il allait servir à autre chose qu'à décorer sa coiffeuse. Je marchais d'un pas décidé, le regard fixé sur la porte de leur immeuble cossu. Les gens passaient, insouciants, plongés dans leurs pensées, leurs courses, leur vie. Ils ne voyaient pas la tempête qui se préparait, le compte à rebours que j'avais enclenché. Je n'avais plus peur. La peur avait laissé place à une froide détermination. Ils pensaient m'avoir eu, m'avoir éliminé. Ils se trompaient lourdement. Ce n'était que le début. L'histoire ne faisait que commencer, et je comptais bien écrire la fin moi-même. Le poids du sac dans ma main était un poids rassurant, un poids de promesse. La Twingo, ma vieille amie cabossée, restait là, garée sous le platane. J'avais refermé la portière doucement, comme pour ne pas la réveiller, pour ne pas attirer l'attention sur ce véhicule qui, jusqu'à hier, symbolisait la famille, les week-ends à la campagne, les vacances au bord de la mer. Maintenant, elle ressemblait à une épave, une carcasse rouillée témoignant d'un passé trop douloureux. Le sac en toile pendait à mon épaule, son poids me rappelait que j'avais un objectif. Je ne pouvais pas rester là, à me morfondre dans le passé. Il fallait agir. J'ai marché un peu, le long de la rue de Rivoli, sans vraiment regarder où j'allais. Les passants se bousculaient, leurs visages indifférents, leurs conversations futiles. Personne ne se doutait de ce qui se tramait, de la bombe à retardement que j'étais devenue. J'ai senti une main se poser sur mon épaule. J'ai sursauté, le cœur battant la chamade. C'était juste un vendeur à la sauvette, un gars avec un sourire un peu trop large, me proposant une montre qui ne valait pas grand-chose. Je l'ai repoussé gentiment, sans même le regarder. Non merci, j'ai pas le temps. J'avais effectivement pas le temps. Le temps, c'était justement ce que je voulais leur reprendre. Je me suis dirigée vers le métro, direction Montmartre. Mon petit appartement, mon refuge. Là où j'avais passé des nuits entières à ruminer, à assembler les pièces du puzzle. La colère, cette vieille compagne, me tenait toujours compagnie, mais elle avait changé de forme. Elle n'était plus cette boule d'estomac qui me tordait les entrailles. Elle était devenue froide, calculatrice. Une lame aiguisée prête à frapper. Dans mon appart, l'odeur de café froid flottait encore dans l'air. J'avais dû en boire une dizaine hier soir, en essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Les murs étaient couverts de notes, de schémas, de noms. Un véritable tableau de chasse. Eux, mes parents. Les architectes de mon malheur. Ils avaient tout prévu, tout organisé. La voiture, la route, le moment. Ils pensaient que j'allais disparaître, emporté par le chaos de l'accident. Mais ils ne me connaissaient pas. Pas vraiment. Ils avaient sous-estimé ma capacité à survivre, ma rage de vivre. Et surtout, ma capacité à me venger. J'ai posé le sac en toile sur la table de la cuisine. Dedans, il y avait le petit objet, celui qui avait appartenu à ma mère. Un petit médaillon en argent, gravé de ses initiales. Je l'avais trouvé dans un vieux tiroir, un jour où je cherchais quelque chose d'autre. Je me souviens encore de sa voix, quand elle me parlait de ce bijou. C'est un porte-bonheur, mon chéri. Il me protège. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Ce médaillon, je l'avais nettoyé, poli. Il brillait maintenant d'un éclat nouveau, presque menaçant. J'ai sorti mon téléphone. Il fallait que je contacte quelqu'un.
Pas pour demander de l'aide, non. Pour obtenir des informations. Des informations précises. J'avais besoin de savoir où ils seraient exactement, à quelle heure. Leurs habitudes, leurs déplacements. Je ne voulais rien laisser au hasard. Chaque détail comptait. Chaque seconde serait calculée. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur, mais que je n'avais pas utilisé depuis des années. Une ancienne connaissance, quelqu'un qui évoluait dans un milieu différent du mien, un milieu plus sombre. Quelqu'un qui savait comment obtenir ce qu'il voulait, sans poser trop de questions. Allô? C'est qui? La voix à l'autre bout du fil était rauque, méfiante. C'est moi, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Un silence. Puis, un rire sec. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait un bail. J'ai besoin d'un renseignement. Quelque chose de discret. Discret, hein? Ça coûte cher, le discret. Je sais. Mais je suis prêt à payer le prix. J'ai marqué une pause, le regard fixé sur le médaillon posé sur la table. J'ai besoin de savoir où mes parents seront la semaine prochaine. Jour pour jour. Et à quelle heure ils seront les plus vulnérables. Un nouveau silence, plus long cette fois. Je pouvais presque sentir l'autre personne réfléchir, évaluer la situation. Puis, la réponse est tombée, un murmure grave, « Donne-moi quelques heures. Je vais voir ce que je peux faire. » J'ai raccroché. La conversation avait été brève, mais elle avait suffi. J'avais fait le premier pas. Le compte à rebours était vraiment lancé. Je me suis assis à la table, le médaillon dans la main. Sa fraîcheur sur ma peau était un réconfort étrange. Ce n'était plus un porte-bonheur. C'était une promesse. Une promesse de justice. Une promesse de vengeance. L'appartement semblait soudain plus petit, plus étouffant. Les murs se rapprochaient. Il fallait que je sorte d'ici. Il fallait que je prépare la suite. La suite, elle allait être belle. Très belle. Et ils allaient le regretter amèrement. Ils allaient comprendre ce qu'ils avaient fait. Ce soir-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des semaines. Un sommeil profond, sans rêve. Un sommeil de guerrier avant la bataille. Le réveil a sonné, strident, comme un coup de marteau sur mes tempes. Pas celui de mon téléphone, non, un vieux réveil mécanique, trouvé au fond d'un carton dans le débarras. Je l'avais mis là, exprès, pour ne pas être tenté par le monde extérieur, par les notifications, par les rappels. J'avais dormi d'un sommeil lourd, comme si on m'avait anesthésié. Mais le réveil, lui, n'avait pas failli. Il avait fait son boulot, me ramenant à la réalité. La lumière du jour filtrait à travers les volets clos, dessinant des zébrures sur le parquet usé. L'odeur de café froid, celle de la veille, persistait, un peu âcre. J'ai regardé autour de moi. Mon petit appartement à Montmartre, mon refuge, mon nid. Les murs couverts de notes, de schémas, de noms. Un véritable chaos organisé. Eux, mes parents. Les architectes de mon malheur. J'ai repensé à leur voix, à leur sourire hypocrite, à leurs mensonges. Une vague de nausée m'a parcouru. Mais cette fois, ce n'était pas la peur. C'était autre chose. Une sorte de dégoût profond, mêlé à une détermination nouvelle. Je me suis levé, les muscles endoloris. La veille, j'avais passé des heures à fixer ce médaillon d'argent sur la table de la cuisine. Sa fraîcheur sur ma peau était un réconfort étrange. Ce n'était plus un porte-bonheur. C'était une promesse. Une promesse de justice. Une promesse de vengeance. J'ai attrapé le sac en toile qui était posé à côté. Dedans, il y avait ce qu'il fallait. Des choses anodines pour le commun des mortels, mais qui, dans mon plan, prenaient une toute autre dimension. Le médaillon, une petite boîte en métal, quelques outils que j'avais récupérés ici et là. Rien de spectaculaire, juste l'essentiel. J'ai ouvert les volets. Paris s'étendait devant moi, un tableau grisâtre sous un ciel menaçant. Les toits, les cheminées, les gargouilles. J'aimais cette vue, cette impression d'être au-dessus du monde. Mais aujourd'hui, elle me donnait le vertige. Je devais sortir d'ici. Je devais agir. Le rendez-vous avec cette ancienne connaissance était fixé pour midi, dans un petit bistrot discret près du Sacré-Cœur. Un endroit où personne ne nous connaîtrait, où personne ne nous remarquerait. Un endroit parfait pour échanger des informations, des secrets. J'ai enfilé ma veste, vérifié que j'avais bien le sac. Les clés, le portefeuille, le téléphone. Tout était là.
Je suis descendu les escaliers 4 à 4, l'immeuble résonnant sous mes pas. Dehors, l'air était frais, vivifiant. Il avait plu dans la nuit, et les rues étaient encore humides, brillantes sous les lampadaires qui commençaient à s'éteindre. Les premiers boulangers ouvraient leurs portes, l'odeur du pain chaud flottant dans l'air. Une odeur qui, autrefois, m'évoquait la maison, la famille. Aujourd'hui, elle me donnait la nausée. J'ai marché vers le métro, direction Anvers. Les gens croisaient mon chemin, pressés, le regard vide. Ils ne savaient pas. Ils ne se doutaient de rien. Ils continuaient leur vie, insouciants, tandis que la mienne était sur le point de basculer. Dans le métro, l'ambiance était lourde, oppressante. Les conversations chuchotées, les regards fuyants. J'ai trouvé une place assise, le sac en toile posé sur mes genoux. Je regardais les gens, leurs visages fatigués, leurs mains agrippées au bar. Étaient-ils tous heureux? Avaient-ils tous une famille aimante? Ou cachaient-ils tous, comme moi, une part sombre d'eux-mêmes? Le trajet jusqu'à Anvers m'a paru une éternité. Chaque station, chaque arrêt, me rapprochait de mon but. J'avais besoin de confirmation. J'avais besoin de savoir exactement où il serait, à quelle heure. Le renseignement que j'avais demandé la veille était crucial. C'était la clé de voûte de mon plan. Sans cette information précise, tout s'écroulerait. J'ai sorti mon téléphone, vérifié que la batterie était pleine. Il fallait être joignable. Il fallait pouvoir réagir à la moindre information. En sortant du métro, j'ai senti le poids du sac se faire plus lourd. Le poids de la responsabilité. Le poids de la vengeance. Le petit bistrot était là, juste au coin de la rue. Une devanture discrète, une enseigne jaunie. J'ai hésité un instant, une dernière hésitation avant de franchir le pas. Mais la colère, cette vieille compagne, m'a donné la force nécessaire. J'ai poussé la porte. L'odeur du café et de la cigarette a envahi mes narines. Une ambiance tamisée, feutrée. Et au fond, dans un coin, une silhouette m'attendait. Un homme, le visage buriné, le regard perçant. C'était lui. Mon contact. Mon informateur. L'homme qui allait me donner les clés de leur perte. J'ai avancé vers lui, le cœur battant la chamade, prêt à jouer ma partie. La partie la plus dangereuse de ma vie. La porte du bistrot s'est ouverte dans un grincement discret, et une bouffée d'air chaud, chargée d'odeurs de café fort et de tabac froid, m'a accueilli. J'ai balayé la salle du regard. Pas grand monde, juste quelques habitués, le nez plongé dans leur journal ou leur verre. Et là, au fond, dans un coin sombre, une silhouette. L'homme que je cherchais. Il avait l'air d'un vieux de la vieille, le genre à avoir vu passer des guerres et des trahisons. Son visage était une carte routière de rides, et ses yeux, d'un bleu délavé, semblaient tout voir sans rien laisser paraître. Il m'a fait un signe de tête, presque imperceptible. J'ai traversé la salle, le sac en toile serré contre moi, mon cœur cognant contre mes côtes comme un tambour fou. Je me suis assis en face de lui. Le banc en moleskine craquait sous mon poids. Il n'a pas dit un mot, s'est contenté de me fixer, un léger sourire aux lèvres. J'ai senti le besoin de parler, de briser le silence pesant. « C'est toi, Léo ?» ai-je demandé, ma voix un peu éraillée. Il a hoché la tête. « Et toi, t'es le gamin qui veut régler des comptes, c'est ça? Ça fait un bail. T'as bien grandi. » Son ton était neutre, sans jugement. « J'ai besoin d'infos, Léo. Des infos précises. » J'ai posé le sac en toile sur la table, entre nous. Il a jeté un coup d'œil au sac, puis à mes yeux. « Je sais. Le gamin qui s'est fait planter par ses propres parents. Triste histoire. Mais ça, c'est ton problème. Moi, je vends des services, pas des conseils de famille. Je ne veux pas de conseils. Je veux savoir où ils seront. Exactement. La semaine prochaine. Jour pour jour. Et l'heure où ils seront les plus vulnérables. » Les mots sortaient difficilement, comme s'ils étaient arrachés à ma gorge. Léo a pris une gorgée de son café. Il avait l'air de peser chaque mot. « Tu sais que ce genre d'infos, ça se paie cher, gamin. Très cher. Et surtout, ça peut te retomber dessus comme un boomerang. T'es sûr de ton coup? » Je suis sûr de rien. Mais je suis sûr d'une chose, je ne peux pas laisser passer ça. Ils ont essayé de me tuer. Ma propre famille. J'ai senti la colère monter, une chaleur sourde qui me brûlait les entrailles. Je ne suis plus le gamin que tu as connu. J'ai changé. On change tous, a-t-il murmuré. Mais certains changements te transforment en monstre. T'es prêt à ça?
J'ai regardé le médaillon dans ma poche, sa forme familière, son poids rassurant. Je ne suis pas un monstre, Léo. Je suis juste quelqu'un qui veut que justice soit faite. À sa manière. Il a soupiré, un son rauque hélas. D'accord. Mais ça va te coûter. T'as l'argent? J'ai posé une petite enveloppe sur la table. Elle contenait tout ce que j'avais pu rassembler ces derniers temps. C'est tout ce que j'ai. Léo a pris l'enveloppe, l'a comptée rapidement d'un coup d'œil expert. Il a fait un signe de tête approbateur. Ça suffira. Pour l'instant. Donne-moi 2 jours. Je vais fouiller. Je vais trouver. Mais une fois que je t'aurai donné l'info, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, ni de cette histoire. Compris? Compris, ai-je répondu. Il s'est levé, m'a lancé un dernier regard pénétrant. Fais gaffe, gamin. Le chemin que tu prends est dangereux. Et une fois que t'es dedans, y a pas de retour en arrière. Il a disparu dans la foule qui commençait à s'agiter dehors, laissant derrière lui une odeur de tabac et de mystère. Je suis resté assis un moment, le silence du bistrot me pesant. Le poids du sac sur la table me rappelait la mission. L'information était la clé. L'information allait me permettre de passer à l'étape suivante. J'ai attrapé le sac, me suis levé et suis sorti dans la rue. Le soleil commençait à percer les nuages, mais l'air restait frais. Je devais rentrer. Préparer la suite. Le temps pressait. Chaque minute comptait. Je ne savais pas encore comment j'allais m'y prendre exactement, mais j'avais maintenant le début de la réponse. L'étincelle qui allait allumer l'incendie. L'idée de leur peur, de leur panique, commençait à me donner un étrange sentiment de satisfaction. C'était le début de la fin pour eux. Et le début de ma nouvelle vie. Une vie où je ne serais plus jamais la victime. Le bistrot sentait le café ranci et la clope froide. Léo, le type avec qui je venais de parler, avait filé comme une ombre. J'étais resté là, sur ce banc en moleskine qui sentait le renfermer, avec le sac en toile posé sur la table. Dedans, les quelques outils, le médaillon, et surtout, l'enveloppe avec tout mon fric. Le fric que j'avais mis de côté pendant des mois, en me privant de tout, en vivant comme un moine. Pour ça. Pour avoir une chance de leur faire payer. Je me suis levé, le corps encore un peu ankylosé. Dehors, le soleil avait du mal à percer les nuages grisâtres qui recouvraient Paris. Ça sentait la pluie, encore. L'air était vif, ça vous réveille bien. J'ai marché sans trop savoir où j'allais, le sac balançant sur mon épaule. Les gens se bousculaient sur le trottoir, pressés, le regard dans le vide. Personne ne faisait attention à moi. Tant mieux. Je ne cherchais pas les regards. Je cherchais juste à comprendre. À préparer la suite. Léo m'avait donné 2 jours. 2 jours pour trouver l'info. L'info qui allait tout changer. L'info sur leur déplacement, sur leur emploi du temps. L'info qui allait me permettre de frapper au bon moment, au bon endroit. J'imaginais déjà leur tête quand ils comprendraient que j'étais là, que je savais. La panique dans leurs yeux, la peur qui les rongerait de l'intérieur. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres, un sourire qui ne ressemblait pas à ce qu'on voit dans les pubs. Un sourire froid, calculé. Je suis rentré chez moi, dans mon petit appartement de Montmartre. Les murs tapissés de mes notes, de mes schémas, de mes pensées. Un chaos organisé, disais-je. C'était plus que ça maintenant. C'était le centre de commandement de ma future opération. J'ai posé le sac sur la table de la cuisine, à côté du médaillon que je portais toujours autour du cou. Sa fraîcheur sur ma peau, c'était mon seul repère, ma seule connexion avec. Avec quoi, je ne savais même plus. J'ai sorti mes affaires du sac. Les outils, rien de bien méchant. Un tournevis, une pince, un petit couteau suisse. Des trucs qu'on trouve partout. Mais dans mon plan, ces objets avaient une autre valeur. Ils étaient les instruments de ma revanche. J'ai sorti aussi une petite boîte en métal. Elle était vide pour l'instant. Mais elle allait bientôt contenir quelque chose. Quelque chose qui allait leur rappeler leur trahison. J'ai passé le reste de la journée à éplucher mes notes. Les dates, les lieux, les noms. Tout ce que j'avais pu glaner sur eux, sur leurs affaires, sur leurs habitudes. C'était un puzzle immense, et il me manquait encore des pièces. Des pièces que Léo était censé me fournir. J'espérais qu'il tiendrait parole. J'espérais qu'il ne me laisserait pas tomber. Parce que si je ratais ce coup, je ne sais pas si j'aurais une autre chance. La nuit est tombée sur Paris. Les lumières de la ville scintillaient à travers les volets clos. J'avais l'impression d'être seul au monde, coupé de tout.
Mais cette solitude, elle ne me faisait plus peur. Au contraire. Elle me donnait de la force. Elle me permettait de me concentrer, de ne penser qu'à une seule chose, ma vengeance. J'ai repensé à leur visage. Leur sourire hypocrite, leurs mots doux qui cachaient tant de venin. Ils m'avaient tout pris. Ma confiance, mon innocence, ma vie. Ils avaient voulu me faire disparaître, me faire oublier. Mais ils avaient sous-estimé ma détermination. Ils avaient sous-estimé ma haine. Je me suis couchée, mais le sommeil ne venait pas. Mon esprit était trop agité. Trop plein d'images, de pensées. Je revoyais l'accident, la voiture qui se renverse, le bruit assourdissant. Je revoyais leurs visages, calmes, presque indifférents. J'avais failli y passer. Et ils étaient là, à me regarder me débattre. Une rage sourde m'a envahi. Une rage qui me donnait envie de tout casser, de tout détruire. Mais je me suis retenue. Il fallait rester maître de moi. Il fallait que tout soit parfait. Chaque détail comptait. Chaque geste devait être précis. J'ai regardé l'heure. 3 heures du matin. Encore une journée à attendre. Une journée de plus à supporter leur ombre, leur existence. Mais bientôt, ce serait fini. Bientôt, ils paieraient. Bientôt, la justice serait rendue. Ma justice. Je me suis levée, j'ai ouvert les volets. Paris s'étirait sous mes yeux, endormi. Les lumières des rues dessinaient des chemins lumineux sur le bitume encore humide. J'aimais cette ville. Elle avait été mon refuge, mon témoin silencieux. Et elle allait bientôt être le théâtre de ma vengeance. J'ai repris mes notes, le médaillon dans ma main. La chaleur du métal contre ma peau. C'était un signe. Un signe qu'il fallait continuer. Qu'il ne fallait rien lâcher. La nuit était encore longue, mais le jour allait se lever. Et avec lui, le début de la fin pour eux. J'avais l'étincelle. Il me fallait maintenant attiser le feu. Le feu qui allait tout consumeur. La lumière du jour se frayait un chemin à travers les persiennes, dessinant des zébrures sur le parquet de mon petit appart. L'odeur de café frais flottait dans l'air, un contraste saisissant avec le tourbillon dans ma tête. Léo m'avait donné 2 jours. 2 jours, c'était court. Trop court, peut-être. Mais j'avais déjà l'impression que chaque minute qui passait était une éternité. Je me suis levée, j'ai fait quelques étirements pour chasser la raideur. Les muscles me tiraient un peu, souvenir de nuit passée à dormir sur le canapé, le corps en alerte constante. J'ai regardé le médaillon autour de mon cou. Sa forme familière, son poids rassurant. C'était mon ancre, ma seule connexion à... À quoi, au juste? À une vie d'avant, peut-être. Une vie où je n'avais pas encore découvert l'horreur tapie derrière le vernis familial. J'ai attrapé le sac en toile, celui que j'avais posé sur la table de la cuisine. Dedans, les outils. Le tournevis, la pince, le couteau suisse. Des objets anodins pour la plupart des gens, mais pour moi, ils commençaient à prendre une autre dimension. Ils étaient la promesse d'une action, le début de quelque chose. La petite boîte en métal était là aussi, toujours vide. Je l'imaginais déjà remplie, chargée d'un souvenir qui leur pèserait plus que n'importe quel objet. Je suis sortie dans la rue. Montmartre, ce matin-là, était encore calme. Les premiers touristes commençaient à flâner, l'air émerveillé, ignorant le chaos qui se préparait dans l'ombre. J'ai marché sans but précis, laissant mes pieds me guider. Je devais réfléchir, ordonner mes pensées. Léo m'avait promis des informations. Des informations capitales. Mais combien de temps faudrait-il pour les obtenir? Et si jamais il ne tenait pas parole? L'idée me glaçait le sang. Ne pas avoir cette information, c'était risquer de tout faire foirer. Je suis passé devant une petite librairie ancienne, dont la vitrine débordait de livres aux reliures usées. L'odeur du papier vieilli m'a attiré. J'ai poussé la porte. Le tintement d'une clochette a annoncé mon arrivée. Une dame âgée, les cheveux blancs tirés en chignon, m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier ?» J'ai secoué la tête. « Non, madame. Juste. Je regarde. » Je me suis promenée entre les étagères, effleurant les dos des livres. Des histoires de vie passée, de destins croisés. Des vies qui, pour la plupart, s'étaient terminées sans qu'on leur ait jamais donné la chance de se venger. J'ai attrapé un vieil ouvrage de droit pénal. Je l'ai feuilleté, tombant sur des passages concernant la préméditation, les circonstances aggravantes. Des mots qui résonnaient étrangement avec mes propres intentions.
Je suis resté là un long moment, perdu dans mes pensées. Le temps filait, inexorable. Je devais agir. Je ne pouvais pas rester dans cette attente, à broyer du noir. Il fallait que je prépare le terrain, que je mette en place les premiers éléments de mon plan. Même sans les infos précises de Léo, il y avait des choses que je pouvais faire. Des choses qui me rapprocheraient un peu plus de mon but. Je suis sorti de la librairie, le soleil ayant enfin réussi à percer les nuages. Une lueur d'espoir, peut-être. Ou juste un changement de météo. J'ai senti le médaillon sous mon t-shirt. C'était un rappel constant. Un rappel de ce qui m'avait été enlevé, et de ce que je devais récupérer. La vengeance n'était pas une question de haine pure, c'était une question de justice. Ma justice. Et pour ça, j'étais prêt à tout. J'ai serré le poing. L'attente allait être difficile, mais elle allait servir à quelque chose. Elle allait me permettre de peaufiner les derniers détails. De faire en sorte que lorsque le moment viendrait, tout soit parfait. Implacable. Le soleil avait fini par s'imposer, découpant des formes nettes sur les pavés encore humides. L'air était plus doux, plus respirable. J'avais marché longtemps, sans but, le sac toujours à l'épaule, comme une partie de moi-même. Montmartre s'éveillait doucement, les volets s'ouvraient, les premières odeurs de croissants chauds montaient des boulangeries. C'était un Paris normal, insouciant. Personne ne se doutait de rien. Personne ne savait ce qui se tramait dans ma tête. J'avais fini par trouver refuge dans un petit café, un de ces endroits où l'on peut s'asseoir pendant des heures sans qu'on vous mette la pression. L'odeur du café était forte, mais pas rare cette fois-ci. C'était un café correct, sans plus. J'avais commandé un noir, sans sucre. Je n'avais pas envie de fioritures. Juste un moment pour reprendre mes esprits, pour essayer de mettre de l'ordre dans ce bordel. Léo. Il devait m'appeler. Il m'avait dit qu'il aurait des infos. Des infos sur leur déplacement. C'était la clé. Sans ça, mon plan ne tenait pas. J'avais peur qu'il se dégonfle, qu'il flanche. Les gens comme lui, on ne sait jamais. Ils sont là quand ça les arrange, et puis ils disparaissent. Mais j'avais misé gros sur lui. Trop gros pour me permettre de douter. J'ai sorti le médaillon de sous mon t-shirt. Je l'ai fait rouler entre mes doigts. La fraîcheur du métal, c'était mon seul lien avec le passé. Avec cette vie que j'avais perdue. Cette vie qu'ils m'avaient volée. Je me suis rappelé leurs visages, leurs sourires. Des sourires de façade, des mensonges bien huilés. Ils avaient tout fait pour que je ne voie rien. Pour que je continue à croire à leur belle histoire de famille. Le serveur est passé. Un autre café, monsieur. J'ai hoché la tête. Oui, s'il vous plaît. Il est reparti sans un mot. J'aimais bien cette discrétion. Ici, on ne vous pose pas trop de questions. On vous laisse tranquille. C'était ce dont j'avais besoin. J'ai regardé par la fenêtre. Les gens passaient, pressés, le regard ailleurs. Ils vivaient leur vie, leur petit tracas, leur joie, leur peine. Ils ne savaient pas à quel point la vie pouvait basculer en une fraction de seconde. Ils ne savaient pas ce que c'était de se sentir trahi par les personnes les plus proches. Par ceux qui étaient censés vous aimer. Le café est arrivé. J'ai pris une gorgée. Chaud, amer. Ça m'a réveillé un peu plus. Il fallait que je me concentre. Que je prépare la suite. Léo, s'il me donnait les infos, ça serait le signal. Le début de la fin pour eux. J'imaginais déjà leur panique. Leurs yeux qui chercheraient une issue, une échappatoire. Mais il n'y en aurait pas. Pas cette fois. J'ai sorti le petit carnet noir de ma poche. J'ai ouvert une page. Des dates, des lieux, des noms. Tout était là, consigné dans une écriture serrée. Chaque détail comptait. Chaque information était une pièce du puzzle. Et il me manquait encore des pièces. Des pièces que Léo était censé me fournir. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. L'attente me rongeait. Elle me donnait l'impression d'être prisonnier, de ne pas pouvoir avancer. Il fallait agir. Il fallait mettre en place les premières étapes. Même sans les infos de Léo, il y avait des choses que je pouvais faire. Des choses qui me rapprocheraient de mon objectif. J'ai fini mon café. Je me suis levé. Le sac en toile était toujours aussi lourd sur mon épaule. Il contenait les outils. Le tournevis, la pince, le couteau suisse. Des objets simples, mais qui allaient bientôt avoir une toute autre signification. Ils étaient la promesse d'une action concrète. La promesse d'une justice rendue. Ma justice.
Je suis sorti du café. Le soleil était plus fort maintenant. L'air était vivifiant. J'ai senti le médaillon contre ma peau. Un rappel constant. Un rappel de ce qui m'avait été enlevé. Et de ce que je devais récupérer. La vengeance, ce n'était pas juste une question de haine. C'était une question de rétablir l'équilibre. De faire payer ceux qui avaient cru pouvoir s'en tirer à bon compte. J'ai serré le poing. Le temps presse. Il fallait que je me mette au travail. Il fallait que je prépare le terrain. Le jour se levait sur Paris, mais pour moi, la nuit n'était pas encore tout à fait terminée. Il y avait encore des ombres à dissiper. Des comptes à régler. Le soleil filtrait à travers les volets clos, mais il y avait une autre lumière, plus crue, qui m'avait frappé le matin même. Celle de la vérité. Léo ne m'avait pas appelé. Le téléphone était resté silencieux, comme un reproche muet. J'avais attendu, le cœur battant la chamade, chaque seconde une éternité. Mais rien. Le vide. L'angoisse montait, une vague glaciale qui me submergeait. Sans ces informations, mon plan, ce échafaudage fragile que j'avais construit dans ma tête, risquait de s'écrouler. Je me suis levé, mes membres ankylosés protestant. Les nuits étaient courtes, hantées par des images floues, des murmures inaudibles. Je sentais la tension dans mes épaules, le poids d'un secret trop lourd à porter. Le médaillon, toujours là, contre ma peau. Sa forme familière, un rappel constant de ce qui m'avait été arraché. Une vie normale, des parents aimants, une insouciance qui me semblait aujourd'hui appartenir à une autre époque, à une autre personne. J'ai attrapé le sac en toile. Il était là, posé sur la petite table de la cuisine, presque comme un complice silencieux. Le tournevis, la pince, le couteau suisse. Des outils banals, mais qui représentaient pour moi la promesse d'une action, le début concret de ma revanche. La petite boîte en métal, vide pour l'instant, attendait son contenu. Quelque chose qui leur pèserait plus que n'importe quel objet matériel. Je suis sorti dans les rues encore calmes de Montmartre. Les premiers touristes commençaient à déambuler, leurs appareils photo braqués sur les façades pittoresques, ignorant le chaos qui se préparait dans l'ombre. Je marchais sans but précis, laissant mes pas me guider, essayant de faire le tri dans le tumulte de mes pensées. Léo m'avait promis des renseignements cruciaux. Des informations sur leurs déplacements, sur leurs habitudes. La clé pour que mon plan se déroule sans accroc. Et s'il ne tenait pas parole? L'idée me donnait des frissons. Ne pas avoir ces détails, c'était jouer avec le feu, risquer de tout faire foirer. Je suis passé devant une petite librairie ancienne, la vitrine débordant de livres aux reliures usées. L'odeur du papier vieilli m'a attiré. J'ai poussé la porte. Une clochette a tinté. Une dame âgée, les cheveux blancs tirés en chignon, m'a regardé par-dessus ses lunettes. Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier? J'ai secoué la tête. Non, madame. Je regarde, c'est tout. Je me suis promené entre les étagères, effleurant les dos des livres. Des histoires de vies passées, de destins croisés. Des vies qui, pour la plupart, s'étaient terminées sans qu'on leur ait jamais donné la chance de se venger. J'ai attrapé un vieil ouvrage de droit pénal. Je l'ai feuilleté, tombant sur des passages concernant la préméditation, les circonstances aggravantes. Des mots qui résonnaient étrangement avec mes propres intentions. Je suis resté là un long moment, perdu dans mes pensées. Le temps filait, inexorable. Je ne pouvais plus rester dans cette attente, à broyer du noir. Il fallait agir. Préparer le terrain, mettre en place les premiers éléments de mon plan. Même sans les informations précises de Léo, il y avait des choses que je pouvais faire. Des choses qui me rapprocheraient un peu plus de mon but. Je suis sorti de la librairie, le soleil ayant enfin réussi à percer les nuages. Une lueur d'espoir, peut-être. Ou juste un changement de météo. J'ai senti le médaillon sous mon t-shirt. C'était un rappel constant. Un rappel de ce qui m'avait été enlevé, et de ce que je devais récupérer. La vengeance n'était pas une question de haine pure, c'était une question de justice. Ma justice. Et pour ça, j'étais prêt à tout. J'ai serré le poing. L'attente allait être difficile, mais elle allait servir à quelque chose. Elle allait me permettre de peaufiner les derniers détails. De faire en sorte que lorsque le moment viendrait, tout soit parfait. Implacable. Le soleil tapait maintenant sur les toits de Paris, et la chaleur montait des pavés. J'avais quitté Montmartre, le sac toujours sur l'épaule, le poids familier de mes outils. Léo ne m'avait toujours pas appelé.
Le silence de mon téléphone était assourdissant, un vide qui me rongeait. Chaque minute qui passait était une torture. J'avais l'impression de stagner, de ne pas pouvoir avancer. L'attente me rendait fou. J'avais besoin d'agir, de faire quelque chose, n'importe quoi, pour me sortir de cette torpeur. Je me suis dirigée vers le quartier du Marais. J'aimais bien flâner dans ces rues, l'architecture ancienne, les petites cours cachées. C'était un endroit qui avait une âme, un contraste avec la froideur de mon projet. J'ai poussé la porte d'une petite échoppe de bouquiniste, le genre d'endroit où l'on trouve des trésors oubliés. L'odeur du vieux papier, un mélange de poussière et de savoir, m'a enveloppé. Un vieil homme, le visage ridé comme une carte routière, m'a salué d'un signe de tête discret. « Je regarde, monsieur » ai-je dit, ma voix un peu rauque. J'ai parcouru les étagères, mes doigts effleurant les reliures usées. Des romans d'aventure, des traités d'histoire, des recueils de poésie. Des vies entières contenues dans ces pages. Des vies qui, pour la plupart, s'étaient terminées sans qu'elles aient eu la chance de rendre l'appareil à ceux qui leur avaient fait du mal. J'ai attrapé un livre sur l'art de la falsification. Une curiosité, rien de plus. Je l'ai ouvert, tombant sur des techniques de reproduction de signatures, des astuces pour imiter des documents. Des informations qui, peut-être, pourraient me servir. Je ne savais pas encore comment, mais mon instinct me disait de ne rien négliger. Le médaillon, sous mon t-shirt, était toujours là, froid contre ma peau. Il me rappelait pourquoi j'étais là, ce que je devais faire. Ce n'était pas juste une question de vengeance, c'était une question de justice. Ma justice. Ils avaient cru pouvoir tout effacer, tout camoufler. Ils avaient cru que je serais une victime silencieuse, une erreur de parcours qu'on oublie. Ils s'étaient trompés. Je suis sortie de la librairie, le soleil toujours aussi présent. J'avais besoin de trouver un endroit plus discret, un endroit où je pourrais commencer à préparer concrètement mon plan. L'idée de l'échoppe de Léo m'est venue à l'esprit. C'était un endroit sûr, à l'abri des regards. J'avais besoin de vérifier certaines choses, de rassembler le matériel nécessaire. La petite boîte en métal, vide dans mon sac, me semblait lourde de promesses. Elle allait bientôt contenir quelque chose qui leur ferait mal, bien plus qu'une simple perte matérielle. J'ai marché rapidement, le cœur battant un peu plus fort. L'impatience me gagnait. Je ne pouvais plus attendre. Chaque jour qui passait était un jour de trop. Il devait payer. Il devait comprendre que l'on ne joue pas impunément avec la vie des gens. Surtout pas avec la mienne. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. L'après-midi avançait. Il fallait que je me dépêche. L'ombre de la nuit commençait à s'étirer, et avec elle, une certaine audace. Mon plan prenait forme, se précisant dans les recoins de mon esprit. L'attente avait été longue, mais elle touchait à sa fin. Le temps était venu de passer à l'action. Les outils dans mon sac me semblaient plus lourds, plus significatifs. Ils étaient la promesse d'une délivrance, la première étape vers la fin de leur impunité. Je sentais une énergie nouvelle me parcourir, une détermination froide et implacable. Les rues du Marais, avec leurs façades chargées d'histoire, semblaient observer mon passage, témoin silencieux de la tempête qui se préparait. Le poids de ce que j'avais découvert continuait de me ronger. Chaque jour était une lutte pour ne pas laisser transparaître la colère sourde qui bouillonnait en moi. J'avais l'impression de jouer un rôle, celui du fils aimant, alors qu'au fond, une tempête se préparait. Les moments passés à table avec mes parents étaient devenus une torture. Leurs sourires, leurs questions anodines sur ma journée, tout sonnait faux. Je les observais, cherchant le moindre indice de leur véritable nature, cette noirceur qui avait failli me coûter la vie. Je me souvenais de cette nuit, de l'odeur âcre de l'essence, du bruit assourdissant, puis du silence. Un silence qui, aujourd'hui, résonnait comme un écho macabre dans ma mémoire. J'avais survécu par miracle, mais ce miracle avait un prix, la connaissance. La connaissance de leur trahison. Et cette connaissance, elle me transformait. J'avais passé des heures à errer dans les rues de Lyon, le cœur lourd, l'esprit encombré. Le vieux Lyon, avec ses traboules cachées, me semblait être le reflet de mes propres pensées, un labyrinthe où la vérité se dissimulait derrière des façades trompeuses. Je m'asseyais sur les quais du Rhône, regardant l'eau couler, me demandant si elle emporterait avec elle ma douleur. Mais non, la douleur restait là, ancrée en moi, alimentant une flamme qui ne demandait qu'à s'embraser. Un soir, alors que la ville s'illuminait, j'ai pris une décision. Une décision qui me glaçait le sang, mais qui me semblait être la seule issue. La vengeance. Le mot résonnait dans ma tête,
chargée d'une puissance sombre et irrésistible. Ce n'était plus une pensée fugitive, c'était un plan qui prenait forme, lentement, méthodiquement. J'ai commencé à rassembler des informations, à observer leurs habitudes, à noter leurs faiblesses. Chaque détail était important. Je me sentais comme un prédateur, traquant sa proie, mais la proie, c'était moi. Et maintenant, les rôles s'inversaient. Je ne pouvais plus être la victime. Il fallait qu'il paie. Le poids de cette nouvelle réalité était écrasant. Dormir devenait difficile, les cauchemars me hantaient. Je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade, l'image de l'accident gravée dans mon esprit. Mais au lieu de me laisser submerger par la peur, je canalisais cette énergie. Cette peur se transformait en détermination. Je me rendais dans des endroits discrets, des cafés peu fréquentés de la Croix-Rousse, où personne ne me connaissait. J'y passais des heures, assis seul, un carnet à la main, griffonnant des idées, des scénarios. Le plan prenait de plus en plus de corps, se précisait, devenant une toile complexe et effrayante. Je savais que ce que j'envisageais était extrême, peut-être même au-delà de ce que la raison pouvait accepter. Mais la raison avait été brisée le jour de l'accident. Il ne restait que le besoin viscéral de justice, une justice que je devais forger moi-même. La nuit tombait sur Lyon, et dans l'ombre de mes pensées, quelque chose d'effroyable commençait à éclore. Les jours s'étiraient, une lente agonie de pensée. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie, flottant au-dessus des événements sans jamais vraiment y être. Chaque matin, le réveil était une nouvelle épreuve. Le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant une chambre qui n'était plus vraiment la mienne. Mes parents, eux, continuaient leur petit manège. Des sourires de façade, des questions polies sur mon travail, des dîners où le silence était plus éloquent que n'importe quelle conversation. Je les regardais, et je voyais des monstres. Des monstres qui avaient failli me faire disparaître, qui avaient orchestré ma mort avec une froideur calculée. Je passais des heures dehors, aéré dans les rues de Paris, le sac toujours sur le dos. Montmartre, le Marais, puis d'autres quartiers. Je cherchais un refuge, un endroit où je pourrais enfin poser mes idées sans me sentir épié. Léo ne donnait toujours pas signe de vie. Son silence était un poids supplémentaire, une inquiétude qui s'ajoutait à toutes les autres. Est-ce qu'il savait ? Est-ce qu'il avait compris que quelque chose clochait ? Ou était-il simplement débordé par son propre quotidien ? Je ne savais pas, et cette ignorance me rongeait. Un après-midi, alors que je traversais le jardin du Luxembourg, je me suis arrêté devant le bassin. Les enfants jouaient avec des petits voiliers, leur rire fusait dans l'air doux. J'ai regardé ces scènes de bonheur simple, et une tristesse profonde m'a envahi. C'était une vie que je n'avais plus, une innocence perdue à jamais. Le médaillon, sous mon t-shirt, était un rappel constant de ce que j'avais perdu, de ce qu'il m'avait pris. Je suis retourné plusieurs fois à la librairie du Marais. Le vieil homme, le bouquiniste, me regardait avec une sorte de bienveillance silencieuse. Il ne posait pas de questions, ne jugeait pas. Il était juste là, au milieu de ses livres, un gardien du temps. J'ai continué à feuilleter des ouvrages sur l'art de la falsification, sur les techniques de duplication. J'apprenais, j'absorbais, chaque information devenant une petite pierre dans la construction de mon édifice. L'idée de Léo et de son atelier me revenait sans cesse. C'était un lieu sûr, un endroit où je pouvais travailler sans être dérangé. Il fallait que je le contacte, que je lui explique, du moins en partie. Je ne pouvais pas tout faire seul. Un soir, j'ai pris mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement en composant son numéro. La sonnerie a retenti, longue, puis une messagerie. J'ai raccroché, le cœur serré. Pas de réponse. J'ai essayé de ne pas y penser, de me concentrer sur mon plan. J'ai sorti la petite boîte en métal de mon sac. Elle était vide, mais je savais qu'elle ne le resterait pas longtemps. Elle allait contenir la preuve, le témoignage de leur culpabilité. Les nuits étaient les pires moments. Je revoyais l'accident, le bruit des tôles froissées, l'odeur de brûlé. Je revoyais leur visage, calme, presque indifférent, alors que je me débattais dans les décombres. La peur se mêlait à une rage froide. Je me levais, je faisais les 100 pas dans ma chambre, cherchant une issue, une solution. C'est dans ces moments-là que le plan prenait vraiment forme, dans l'obscurité de mes pensées. J'ai commencé à me rendre plus souvent à l'atelier de Léo, sous des prétextes fallacieux. Je l'aidais pour des petites choses, je m'imprégnais de l'atmosphère, je repérais les recoins discrets, les outils qui pourraient me servir. Léo me regardait parfois avec une pointe d'interrogation dans les yeux, mais il ne disait rien.
Il avait toujours été un homme de peu de mots, et je savais que si j'avais besoin de lui, il serait là. J'espérais juste qu'il ne me jugerait pas trop durement quand il saurait la vérité. La petite boîte en métal, je la gardais toujours sur moi. Elle était devenue une sorte de talisman, un rappel de ma mission. Il fallait que je sois patient, méthodique. Chaque étape devait être calculée. Je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur. Ils avaient tout prévu, tout organisé. Il fallait que je sois plus malin qu'eux, plus déterminé. L'idée de leur faire payer pour ce qu'ils avaient fait ne me quittait plus. C'était devenu une obsession, une nécessité vitale. Les rues de Paris, sous la lumière des lampadaires, prenaient une autre dimension. Elles devenaient le théâtre de mes pensées sombres, le décor de ma future vengeance. Je me sentais de plus en plus isolé, de plus en plus seul face à eux. Mais cette solitude me donnait aussi une force nouvelle. Je n'avais plus rien à perdre. J'étais prêt à tout pour obtenir justice. La justice que la loi ne me donnerait jamais. La justice que je devais me faire moi-même. Le poids de mes outils dans le sac me rappelait ma détermination. Il était temps de passer à la vitesse supérieure. L'attente avait assez duré. Les jours s'étiraient, une lente agonie de pensée. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie, flottant au-dessus des événements sans jamais vraiment y être. Chaque matin, le réveil était une nouvelle épreuve. Le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant une chambre qui n'était plus vraiment la mienne. Mes parents, eux, continuaient leur petit manège. Des sourires de façade, des questions polies sur mon travail, des dîners où le silence était plus éloquent que n'importe quelle conversation. Je les regardais, et je voyais des monstres. Des monstres qui avaient failli me faire disparaître, qui avaient orchestré ma mort avec une froideur calculée. J'ai passé des heures dehors, aéré dans les rues de Paris, le sac toujours sur le dos. Montmartre, le Marais, puis d'autres quartiers. Je cherchais un refuge, un endroit où je pourrais enfin poser mes idées sans me sentir épié. Léo ne donnait toujours pas signe de vie. Son silence était un poids supplémentaire, une inquiétude qui s'ajoutait à toutes les autres. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il avait compris que quelque chose clochait? Ou était-il simplement débordé par son propre quotidien? Je ne savais pas, et cette ignorance me rongeait. Un après-midi, alors que je traversais le jardin du Luxembourg, je me suis arrêté devant le bassin. Les enfants jouaient avec des petits voiliers, leur rire fusait dans l'air doux. J'ai regardé ces scènes de bonheur simple, et une tristesse profonde m'a envahi. C'était une vie que je n'avais plus, une innocence perdue à jamais. Le médaillon, sous mon t-shirt, était un rappel constant de ce que j'avais perdu, de ce qu'il m'avait pris. Je suis retourné plusieurs fois à la librairie du Marais. Le vieil homme, le bouquiniste, me regardait avec une sorte de bienveillance silencieuse. Il ne posait pas de questions, ne jugeait pas. Il était juste là, au milieu de ses livres, un gardien du temps. J'ai continué à feuilleter des ouvrages sur l'art de la falsification, sur les techniques de duplication. J'apprenais, j'absorbais, chaque information devenant une petite pierre dans la construction de mon édifice. L'idée de Léo et de son atelier me revenait sans cesse. C'était un lieu sûr, un endroit où je pouvais travailler sans être dérangé. Il fallait que je le contacte, que je lui explique, du moins en partie. Je ne pouvais pas tout faire seul. Un soir, j'ai pris mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement en composant son numéro. La sonnerie a retenti, longue, puis une messagerie. J'ai raccroché, le cœur serré. Pas de réponse. J'ai essayé de ne pas y penser, de me concentrer sur mon plan. J'ai sorti la petite boîte en métal de mon sac. Elle était vide, mais je savais qu'elle ne le resterait pas longtemps. Elle allait contenir la preuve, le témoignage de leur culpabilité. Les nuits étaient les pires moments. Je revoyais l'accident, le bruit des tôles froissées, l'odeur de brûlé. Je revoyais leur visage, calme, presque indifférent, alors que je me débattais dans les décombres. La peur se mêlait à une rage froide. Je me levais, je faisais les 100 pas dans ma chambre, cherchant une issue, une solution. C'est dans ces moments-là que le plan prenait vraiment forme, dans l'obscurité de mes pensées. J'ai commencé à me rendre plus souvent à l'atelier de Léo, sous des prétextes fallacieux. Je l'aidais pour des petites choses, je m'imprégnais de l'atmosphère, je repérais les recoins discrets, les outils qui pourraient me servir. Léo me regardait parfois avec une pointe d'interrogation dans les yeux, mais il ne disait rien. Il avait toujours été un homme de peu de mots, et je savais que si j'avais besoin de lui, il serait là. J'espérais juste qu'il ne me jugerait pas trop durement quand il saurait la vérité. La petite boîte en métal,
Je la gardais toujours sur moi. Elle était devenue une sorte de talisman, un rappel de ma mission. Il fallait que je sois patient, méthodique. Chaque étape devait être calculée. Je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur. Ils avaient tout prévu, tout organisé. Il fallait que je sois plus malin qu'eux, plus déterminé. L'idée de leur faire payer pour ce qu'ils avaient fait ne me quittait plus. C'était devenu une obsession, une nécessité vitale. Les rues de Paris, sous la lumière des lampadaires, prenaient une autre dimension. Elles devenaient le théâtre de mes pensées sombres, le décor de ma future vengeance. Je me sentais de plus en plus isolé, de plus en plus seul face à eux. Mais cette solitude me donnait aussi une force nouvelle. Je n'avais plus rien à perdre. J'étais prêt à tout pour obtenir justice. La justice que la loi ne me donnerait jamais. La justice que je devais me faire moi-même. Le poids de mes outils dans le sac me rappelait ma détermination. Il était temps de passer à la vitesse supérieure. L'attente avait assez duré. Je me suis rendu dans une petite ruelle près du canal Saint-Martin. L'endroit était sombre, peu fréquenté, parfait pour ce que j'avais en tête. J'ai ouvert mon sac et sorti les outils que j'avais patiemment rassemblés. Le petit pied de biche, le tournevis de précision, le fil de fer fin. Des objets anodins pour la plupart, mais entre mes mains, ils devenaient des armes. J'ai regardé la serrure de la porte d'un petit entrepôt abandonné. C'était là que je devais commencer. Le premier domino était sur le point de tomber. J'ai pris une profonde inspiration, le froid de l'air piquant mes poumons. La peur était toujours là, mais elle était maintenant noyée sous une détermination de fer. J'ai glissé la pointe du tournevis dans le mécanisme. Un clic discret. La porte s'est ouverte sur l'obscurité. Le jeu avait vraiment commencé. La porte s'est ouverte dans un grincement de rouille. L'odeur de poussière et de moisi m'a frappé en plein visage. C'était exactement ce qu'il me fallait. Un endroit à l'abri des regards, où je pouvais mettre mon plan à exécution sans que personne ne me voie. J'ai allumé la petite lampe torche que j'avais dans ma poche. Le faisceau de lumière dansait sur les murs décrépits, révélant des toiles d'araignées grosses comme des draps et des cartons éventrés. J'étais au début de quelque chose, le premier pas d'une longue marche. Je me suis avancé prudemment, le sac posé à mes pieds. Il fallait que je sois organisé. Pas de précipitation, pas d'erreur. J'ai sorti la petite boîte en métal. Elle était toujours vide, mais bientôt, elle allait contenir la preuve irréfutable de leur trahison. J'avais besoin de documents. Des papiers qui prouveraient qu'ils avaient tout orchestré, que l'accident n'en était pas un. J'avais repéré cet entrepôt sur des plans trouvés en ligne, un ancien local de stockage qui appartenait à une société aujourd'hui disparue, mais qui, selon mes recherches, avait des liens avec l'entreprise de mon père. C'était un pari risqué, mais je n'avais plus le choix. Mes doigts ont effleuré le métal froid de la boîte. Elle représentait tout pour moi maintenant. L'espoir, la justice, la revanche. Je me suis penché sur un vieux bureau en bois vermoulu. Il y avait des tiroirs, certains bloqués, d'autres vides. J'ai utilisé le pied de biche, avec une infinie précaution pour ne pas faire trop de bruit. Le bois a gémi, puis un tiroir s'est ouvert dans un claquement sec. À l'intérieur, rien que de la poussière. Déception. J'ai continué, passant d'un tiroir à l'autre, le cœur battant un peu plus fort à chaque échec. Puis, dans le dernier tiroir, j'ai trouvé quelque chose. Une liasse de papier jauni, attachée par un vieux cordon. J'ai sorti le tout, la lampe torche tremblant légèrement dans ma main. Les documents étaient fragiles, certains se décomposaient au toucher. J'ai pris le plus épais, celui qui semblait le plus important. Des chiffres, des noms, des dates. Des comptes offshore, des transactions suspectes. Et là, au milieu de tout ça, une facture. Une facture pour des travaux de maintenance sur une voiture, datant de quelques semaines avant l'accident. Le nom de la société était une coquille vide, mais le numéro de téléphone associé m'était familier. C'était celui d'un contact que mon père utilisait pour des affaires moins avouables. J'ai rapidement sorti mon téléphone. La batterie était faible, comme toujours. J'ai composé le numéro, le souffle court. La sonnerie a retenti, une fois, deux fois. Puis une voix rauque a décroché. Allô? C'était lui. Le type qui avait fait le sale boulot. J'ai gardé mon sang-froid, tentant de masquer le tremblement dans ma voix. Je vous appelle au sujet de la facture pour la voiture. L'Audi. Un silence. Puis un grognement. C'est qui, bordel? J'ai souri. Le jeu était lancé.
Quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui sait que vous avez touché de l'argent pour, disons, rendre un véhicule moins fiable. La respiration de l'homme s'est accélérée. Il savait que j'avais raison. Qu'est-ce que tu veux? M'a-t-il demandé, la voix plus tendue. Des informations. Tout ce que vous avez sur mes parents. Sur ce qu'ils vous ont demandé de faire. Et une petite somme pour votre silence. Sinon, cette facture, et votre numéro, je les envoie à la police. J'ai entendu un soupir. T'es sûr de toi, gamin? Ils sont dangereux. Je le sais, ai-je répondu, ma propre voix me surprenant par sa fermeté. Mais ils m'ont pris ma vie. C'est à mon tour de jouer. J'ai attendu sa réponse, le cœur battant à tout rompre. La nuit parisienne semblait retenir son souffle avec moi. Le froid de l'entrepôt était plus mordant que jamais. J'avais le premier morceau du puzzle. Le plus important. La preuve matérielle. Il fallait maintenant la faire parler. Et pour ça, j'avais besoin de Léo. Je devais le revoir. Et cette fois, lui dire la vérité. Ou du moins, une partie. Le silence dans la petite pièce était assourdissant. J'étais assis sur le bord du lit, les mains serrées dans mon jean, le regard perdu dans le motif défraîchi du tapis. Les murs semblaient se rapprocher, l'air devenait épais, difficile à respirer. Chaque seconde qui passait était une torture, une répétition du cauchemar éveillé qui me hantait depuis. Depuis quand, au juste? Le temps avait perdu son sens. Les jours se fondaient les uns dans les autres, une longue traînée grise sans début ni fin. Dehors, la vie continuait son cours. J'entendais les bruits de la ville, les sirènes au loin, les rires des passants. Des sons d'un monde auquel je n'appartenais plus. J'étais comme un fantôme, errant dans les décombres de ma propre existence. L'idée de ce que j'avais découvert me rongeait, me vidait de toute énergie. Comment avait-il pu? Mes propres parents. Les mots résonnaient encore dans ma tête, comme un écho cruel. La trahison était si profonde, si inimaginable, qu'elle me paralysait. J'ai repensé à cette soirée, à la conversation qui avait tout fait basculer. Leurs regards fuyants, leurs mots choisis avec une précision glaçante, la façon dont ils avaient évité mon regard. J'avais senti le piège se refermer, mais je n'avais pas compris. Pas tout de suite. J'avais cru à une mauvaise blague, à une incompréhension. L'innocence, cette chose si fragile, s'était brisée en 1000 morceaux ce jour-là. Maintenant, il ne restait que la colère. Une colère froide, implacable, qui montait en moi comme une marée noire. Elle n'était pas explosive, pas criarde. C'était une colère sourde, profonde, qui s'infiltrait partout, corrompant chaque pensée, chaque sentiment. Elle me donnait une force étrange, une détermination que je ne me connaissais pas. Je n'étais plus la même personne. La douleur m'avait transformée, endurcie. J'ai regardé la fenêtre. La nuit était tombée sur Paris. Les lumières scintillaient, promettant un monde de fête et d'insouciance. Un monde que je ne pouvais plus atteindre. J'avais besoin de comprendre. Pas seulement les raisons de leur acte, mais aussi comment je pouvais vivre avec ça. Comment je pouvais avancer quand une partie de moi était morte ce jour-là, dans ce virage maudit. L'image de la voiture, de l'impact, revenait sans cesse. Le bruit, la violence, l'obscurité soudaine. Et puis, le réveil, la confusion, la douleur. Et cette sensation horrible, persistante, que quelque chose n'allait pas. Que ce n'était pas un accident. Le doute s'était installé, insidieux, puis avait grandi, nourri par des détails infimes, des incohérences dans le récit. Jusqu'à la vérité, brutale et inévitable. J'ai fermé les yeux, essayant de chasser ces images. Mais elles étaient là, gravées à jamais. Il fallait agir. Il fallait faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester là, à me morfondre. La vengeance, ce mot qui me paraissait autrefois si lointain, si abstrait, prenait désormais une forme concrète dans mon esprit. Ce n'était pas une envie passagère, c'était une nécessité. Une façon de rétablir un équilibre brisé, de faire payer le prix de leur trahison. Je me suis levée. Mes jambes étaient lourdes, mais je sentais une énergie nouvelle me parcourir. Il fallait planifier. Chaque détail devait être pensé, calculé. Il ne fallait laisser aucune place à l'imprévu, à l'erreur. L'erreur était ce qui m'avait amené ici. Je ne devais plus jamais me tromper. J'ai marché jusqu'à mon bureau. La petite lampe de chevet projetait une lumière jaune sur les papiers éparpillés. Des notes, des croquis, des noms. Tout ce que j'avais rassemblé depuis des semaines, des mois. Des fragments d'informations,
des indices glanés ici et là, dans l'ombre. Je les avais observés, écoutés, disséqués leur vie. J'avais appris à connaître leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs secrets. Mon regard s'est posé sur une photo, posée sur le coin de mon bureau. C'était une photo de famille, prise il y a des années. Nous étions tous les trois, souriants, insouciants. Un mensonge. Une façade. J'ai attrapé la photo et l'ai froissée entre mes mains, puis je l'ai jetée dans la petite poubelle à côté de moi. Le geste était simple, mais il était chargé de toute la rage que je pouvais contenir. Je me suis penché sur mes notes. Le plan prenait forme, se précisait. Il était complexe, audacieux, et surtout, il était leur œuvre. J'utilisais ce qu'ils m'avaient appris, leur propre méthode, retournée contre eux. C'était une justice personnelle, une justice que le monde ne comprendrait jamais. Mais c'était la seule justice qui avait du sens pour moi, maintenant. Une sorte de calme étrange m'envahissait. Ce n'était pas la sérénité, loin de là. C'était plutôt la concentration intense d'un prédateur avant l'attaque. J'étais prêt. Prêt à jouer ma dernière carte. Prêt à faire ce que j'avais à faire. La nuit était encore longue, mais je savais que j'allais y arriver. J'allais leur montrer de quoi j'étais capable. J'allais leur faire regretter le jour où ils avaient décidé de jouer avec ma vie. Le jeu avait commencé, et cette fois, j'étais le seul maître du jeu. La lumière blafarde du réverbère filtrait à travers les rideaux tirés, dessinant des formes fantomatiques sur le mur de ma chambre. Dehors, le bruit des klaxons et des conversations animées semblait appartenir à un autre monde. Un monde où les gens vivaient encore dans l'ignorance, insouciants de la noirceur qui pouvait se cacher derrière les sourires les plus parfaits. Moi, j'avais vu le dessous des cartes. J'avais déterré la vérité, cette vérité qui me rongeait de l'intérieur, me transformant en une coquille vide animée par une seule chose, la vengeance. Le téléphone posé sur la table de chevet vibra, me tirant de ma torpeur. C'était Léo. Il fallait que je le voie. Il fallait que je lui parle, que je lui dise tout, ou du moins, une partie de ce que j'avais découvert. Il ne méritait pas d'être tenu dans le noir, pas lui. Il était mon ami, le seul qui était resté à mes côtés quand tout semblait s'écrouler. Je me suis levé, mes muscles endoloris protestant contre le mouvement. Chaque pas était une lutte contre le poids de ce que je portais. Les documents, la facture, les numéros. Tout cela était là, dans ma poche, comme une bombe à retardement. J'avais l'impression d'être un funambule au-dessus d'un gouffre, un faux pas et tout serait fini. Mais je ne pouvais pas reculer. Plus maintenant. J'ai enfilé un vieux blouson en cuir, le col remonté pour masquer mon visage. La nuit parisienne m'appelait, glaciale et complice. Je devais retrouver Léo, lui exposer le plan. Pas le plan complet, bien sûr. Juste assez pour qu'il comprenne pourquoi j'étais prêt à tout. Il fallait qu'il m'aide, qu'il soit mon complice, mon allié. Sans lui, je n'y arriverais pas. Je suis sorti dans la rue. L'air frais m'a frappé le visage, comme une douche froide. Les néons des enseignes clignotaient, illuminant les visages pressés des passants. Personne ne se doutait de rien. Personne ne voyait la tempête qui faisait rage en moi. J'ai marché d'un pas rapide, me dirigeant vers le café où nous avions l'habitude de nous retrouver. C'était un petit endroit discret, à l'abri des regards indiscrets, parfait pour une conversation délicate. En arrivant, j'ai aperçu Léo, assis à notre table habituelle, le regard perdu dans le vide. Il avait l'air fatigué, inquiet. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il sentait mon absence, mon silence. « Salut !» ai-je lancé en m'asseyant en face de lui. Il a levé les yeux, un éclair de soulagement dans son regard, vite remplacé par une interrogation. Tel a enfin. Je commençais à m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une profonde inspiration. Le moment était venu. Il faut que je te parle. De mes parents. De l'accident. Il m'a regardé, son front se plissant. Je sais que c'est dur, mais... Non, Léo. Ce n'est pas juste dur. C'est pire que ce que tu imagines. Beaucoup plus pire. J'ai sorti le téléphone de ma poche, mes doigts tremblant légèrement. J'ai trouvé des preuves. Des preuves qu'ils ont orchestré l'accident. Le silence s'est installé entre nous, lourd, oppressant. Léo me fixait, ses yeux écarquillés, cherchant une explication dans mon regard. Il ne comprenait pas. Comment aurait-il pu? Quoi? Tu rigoles? Tes parents? Non, c'est pas possible. Je voudrais que ce soit une blague, Léo. Crois-moi. Mais c'est la vérité.
J'ai des papiers. Une facture. Un numéro de téléphone. J'ai même parlé au type qui a fait le sale boulot. Les mots sortaient difficilement, comme si je devais les arracher à ma gorge. Léo est resté muet, visiblement sous le choc. Il a secoué la tête, comme pour chasser une idée absurde. Mais, pourquoi? Pourquoi il ferait ça? Pour l'argent. Pour le contrôle. Pour tout ce qu'ils ont toujours voulu. Ma voix s'est durcie. Ils m'ont toujours considéré comme un obstacle. Une gêne. J'ai posé la petite boîte en métal sur la table. Ça, c'est ce que je vais leur prendre. Leur empire. Leur réputation. Tout. Léo a regardé la boîte, puis moi. Il voyait la détermination froide dans mes yeux. Il voyait que je n'étais plus le même. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Je vais leur faire payer. Chaque centime, chaque mensonge, chaque larme. Je vais utiliser leurs propres armes contre eux. Leurs secrets. Leurs faiblesses. J'ai raconté mon plan, les grandes lignes, sans entrer dans les détails sordides. J'avais besoin qu'il me fasse confiance, qu'il m'aide. Il m'a écouté attentivement, le visage grave. Quand j'ai eu fini, il a soupiré. C'est énorme. C'est dangereux. Je sais. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas vivre avec ça. Il a posé sa main sur la mienne. Sa chaleur m'a réconforté, un peu. Je suis avec toi. Quoi qu'il arrive. Un sourire amer a effleuré mes lèvres. Merci, Léo. J'en avais besoin. Le chemin serait long, semé d'embûches. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus seule. Et j'avais une raison de me battre. Une raison de vivre. La justice, ma justice, était en marche. Et elle serait implacable. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.